Bienvenue à tous. C'est la série de vidéos Crystal Clear Electronics, chapitre 8. Dans ce chapitre, deux parties différentes vont vous montrer ce qu'est un circuit astable. Notre présentateur aujourd'hui est Victor Vince. Peux-tu nous parler un peu de toi? Merci beaucoup pour l'introduction, Adam. Je suis Victor Vince, un ingénieur électricien qualifié et l'un des auteurs de Crystal Clear Electronics. Je travaille actuellement comme chef de projet dans une entreprise de développement de dispositifs médicaux. Eh bien, quand j'ai le temps, je retourne aussi à la conception électronique. Les circuits astables dans cette présentation sont presque aussi vieux que nos grands-parents, mais ce sont les stars de l'électronique et ils sont encore utilisés aujourd'hui. Adam, avant de commencer, peux-tu aussi nous parler un peu de toi? Bien sûr. Je suis Adam Sabo, ingénieur en mécatronique certifié, co-auteur et éditeur des documents écrits de Crystal Clear Electronics. Depuis que j'étais au lycée, je me suis impliqué dans l'enseignement et le développement personnel. C'est pourquoi j'ai été impliqué dans la création des manuels Crystal Clear Electronics depuis le tout début. Le 8e chapitre a été écrit par Sabolk Verib. Mais, avant de commencer, voici quelques informations importantes. Si jamais vous êtes bloqué, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à revenir en arrière. Mais surtout, si possible, essayez chaque exemple par vous-même. Si l'un des circuits ne fonctionne pas, demandez à vos professeurs ou à vos amis. Maintenant, commençons avec ce sujet d'électronique intemporelle. Merci Adam. Le fait que ce soit une solution de circuit à LED clignotante intemporelle signifie aussi qu'on la retrouve dans des endroits où on ne s'y attendrait pas, par exemple sur le sapin de Noël. Que signifie le mot étable et pourquoi figure-t-on sur le sapin de Noël? Examinons les tâches et espérons que tout sera clair comme de l'eau de roche et que vous aurez des connaissances solides. D'abord, construisez une alimentation de 5V avec le régulateur de tension 7825 que vous connaissez déjà. Ensuite, construisez le circuit astable sur la plaque d'essai en vous basant sur le schéma du circuit montré dans la figure 1. Connectez la tension 5V au circuit en utilisant l'alimentation que vous avez construite. Vous remarquerez que les deux LED clignotent alternativement avec une période d'environ 0,5 à 1 seconde. N'oubliez pas, avant de changer un circuit sur la plaque d'essai, éteignez toujours l'alimentation. D'abord, remplacez la résistance R1 par une résistance de 33K. Après que l'alimentation soit remise sous tension, les LED clignotent de manière asymétrique. La LED D2 s'allumera pendant un temps plus court que l'autre. Il en va de même pour la LED D1 lorsque vous remplacez R2, tandis que R1 est de 100 kOhms. Si vous remplacez les deux résistances par des résistances de 33 kH, alors le clignotement sera à nouveau symétrique, mais il sera environ 3 fois plus rapide qu'avec la résistance de 100 kHz. De cela, nous pouvons conclure que la fréquence de clignotement est liée à la valeur de R1. R2, ça clignote vraiment plus vite. Maintenant, continuons à expérimenter. Remplacez C1 par un condensateur de 22 UF. Le clignotement est à nouveau asymétrique. Maintenant, la LED D2 s'allume plus longtemps. Vous pouvez vivre la même chose avec la LED D1. Lorsque vous remplacez C2 par un condensateur de 22 UF, si vous remplacez à la fois C1 et C2 par des condensateurs de 22 UF, le clignotement sera symétrique et environ 2 fois plus lent qu'avant. Donc, la fréquence de clignotement dépend aussi des valeurs de capacité. Si vous essayez de remplacer les résistances R3 et R4, par exemple, par des résistances de 1 kHz, la fréquence de clignotement ne changera pas,
mais la luminosité des LED sera différente. Essayez strictement avec des valeurs plus élevées, car une valeur inférieure à 220 ohms peut endommager le transistor et la LED. On a commencé à changer des composants et les lumières clignotent déjà comme dans une discothèque. Jusqu'à présent, ça va. Mais nous n'avons rien appris sur les raisons pourquoi. On dirait que les valeurs de R1, R2, C1 et C2 déterminent la fréquence des flashs. Pour comprendre exactement comment ça fonctionne, il faut qu'on plonge un peu dans la vitesse, le monde spirituel de notre connexion. C'est parti! Commençons par le cas où le transistor T1 est en état de conduction. D1 est allumé et T2 est fermé. D2 n'est pas allumé. Alors, la tension sur le collecteur de T1 est presque nulle. Dans la première moitié de tout le cycle, C2 se charge via R2. La tension mesurée sur le condensateur augmente lentement et la tension du bras droit dans le schéma atteint la tension directe de T2 qui est d'environ 0,7 volts. À ce moment-là, le transistor T2 s'ouvre, sa tension de collecteur sera nulle, donc D2 s'allume. Pratiquement en même temps, D1 s'éteint. Et pourquoi? Pour comprendre, il faut d'abord savoir que la tension entre les bras du condensateur ne peut pas changer instantanément. Donc, au moment de l'interrupteur, la tension avant, changement peut être mesuré sur le condensateur C1. La figure 4 montre les tensions avant que l'interrupteur ne soit actionné. Du côté droit de C1, la tension est la tension d'alimentation moins la tension directe de la LED, et sur le bras gauche, elle est de 0,7 volts parce que T1 est ouvert. La tension mesurée sur le condensateur devrait être la différence de ces deux tensions. Puisque la somme des tensions est nulle, UBE1+, UC1 moins UCE2 égale 0, le condensateur mesure 2,8 volts. Au moment de l'interrupteur T2, la tension du condensateur reste, mais la tension de T2 tombe à 0. En se basant sur la loi de Kirchhoff, UBE1 plus UC1 moins UCE2 égale 0, la tension basse émetteur de T1 est de moins 2,8 volts, inférieure à sa tension directe. D'après la loi de tension de Kirchhoff, UBE1 plus UC1 moins UCE2 est égal à 0, la tension de base. L'émetteur du transistor T1 est de moins 2,8 volts, ce qui est inférieur à sa tension directe. Pour cette raison, D1 s'éteint et plus aucun courant ne passe par D1. C'est pourquoi D1 s'est éteint quand D2 s'est allumé. Donc en ce moment, D2 est allumé, tandis que D1 ne l'est pas. Dans la deuxième moitié de tout le cycle, R1 chargé C1, ce qui signifie que la tension de base émetteur de T1 va augmenter jusqu'à 0,7 volts. À ce stade, le transistor T1 conduit D1 allumé. Le condensateur C2 conserve sa tension avant le changement, ce qui fait que la tension base émetteur de T2 sera de moins 2,8 V. Cela va éteindre T2 et D2 sera éteint. À partir de là, le processus se répète. Le principe de fonctionnement peut également être vérifié par mesure. Remplacer R1 et R2 par des résistances 2, 1 mho, C1 et C2 par des condensateurs de 22 obus. Puis allumer la tension sur le circuit. Le remplacement des composants était nécessaire pour ralentir la vitesse de clignotement afin que vous puissiez suivre le changement de tension sur votre multimètre. Touchez le fil commun du multimètre à la masse du circuit, le fil positif à la base de l'un des transistors et observez comment la tension de base change. Quand la LED dans le circuit de collecteur du transistor s'éteint, la tension sera négative, à peu près la différence entre la tension d'alimentation et la tension d'ouverture de la LED, et puis ça augmente lentement jusqu'à environ 0,7 volts. Alors la LED va s'allumer. Cela correspond exactement au principe de fonctionnement du circuit. Pendant la mesure, la période de clignotement peut changer. Cela peut se produire si la soi-disant résistance interne du multimètre que vous utilisez est comparable à la taille des résistances utilisées dans le circuit. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce phénomène pour le moment, donc vous pouvez vous concentrer sur le changement de tension. On peut voir que le temps d'allumage et le temps d'extinction pour T1 et T2 sont déterminés par le temps nécessaire pour charger les condensateurs C1 et C2, qui dans ce cas sont définis par les valeurs des composants R1, C1 et R2C2
On peut déduire que le temps de charge requis est la valeur de la résistance multipliée par la valeur du condensateur multipliée par la constante, ce qui dans notre cas donne 0,69. Secondaire. Vous avez également vu les LED clignoter à un intervalle légèrement inférieur à 1 seconde. On voit aussi clairement dans la formule que si vous réduisez la valeur de la résistance, le temps pendant lequel le transistor est allumé sera réduit. C'est le moment où la LED est allumée, ce qui correspond à votre expérience. On peut aussi lire que si vous augmentez la capacité du condensateur, ce temps va augmenter, c'est-à-dire que le clignotement va ralentir. Vous pourriez aussi le constater quand nous remplaçons les condensateurs. Le clignotement va ralentir. Vous pourriez aussi le constater quand nous remplaçons les condensateurs. Pendant l'expérience, avant de comprendre le fonctionnement, vous avez déjà découvert comment changer le temps de clignotement. En comprenant le fonctionnement, vous pouvez exactement prédire combien de temps de clignotement est attendu. Le sens du mot stabilité fait référence à la permanence, à la constance, et le A est un alpha privatif, c'est-à-dire que le sens du mot astable est non permanent, variable. Dans ce circuit, l'état des transistors n'était pas constant. Il s'allumait et s'éteignait. La tension mesurable au collecteur était soit de 0V, soit proche de la tension d'alimentation. La tension qui change entre ces deux valeurs s'appelle une onde carrée. Maintenant, nous avons vu comment mettre en œuvre un circuit astable avec des transistors. Nous avons fait beaucoup d'expériences intéressantes et répondu à de nombreuses questions passionnantes, mais j'en ai une de plus. Qu'est-ce que vous avez en tête qui fait commencer le clignotement? Puisque les composants du circuit, c'est-à-dire les résistances, les condensateurs, les transistors, ne sont pas parfaitement uniformes. Une fois que notre circuit reçoit l'alimentation, un transistor s'allumera plus tôt que l'autre, lançant cette oscillation, c'est-à-dire clignotement. Merci Adam pour l'explication. De rien. Ceci sera la fin de la vidéo. Merci de nous avoir regardés. Nous espérons vous retrouver dans le prochain épisode. Au revoir. Au revoir.